Tout d'abord, un calme précaire est-il revenu à Haïti? Quelle est la situation en ce moment? Bonjour, merci de votre invitation. Un calme précaire, oui, on peut dire cela comme ça, mais ça continue quand même un peu partout dans le pays, je dirais, à s'échauffer en quelque sorte. Les gens ne tiennent plus en place, hein. Donc la population, en tout cas une partie de la population, parce que c'est important quand même de le préciser, c'est pas vraiment toute la population qui est dans la rue. Une partie de la population vraiment tient à se faire entendre et donc malheureusement à casser, à piller, à incendier. Où en est-on de la crise politique, économique et sécuritaire sur l'île? Ben, la crise s'aggrave de jour en jour, malheureusement. Sur le plan économique, c'est la catastrophe, hein. C'est une catastrophe vraiment qui dure depuis au moins un an. On va dire depuis au moins l'assassinat du président Jovenel Moïse. Même déjà sous son règne, entre guillemets, le pays était déjà bloqué. La capitale était déjà presque assiégée donc par des gangs, hein. La circulation était devenue presque impossible. Par exemple, les gens ne peuvent pas partir dans le sud du pays, ils ne peuvent pas aller tranquillement au nord, donc l'activité économique vraiment est entravée. Et donc, la situation économique est vraiment catastrophique. Sur le plan politique, il y a eu des tentatives de discussion, de dialogue, mais ça n'a pas vraiment abouti parce que malheureusement, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas forcément de la bonne volonté vraiment pour aboutir à un accord, comme on dit, inclusif interhaïtien. Et en même temps, il faut dire que les acteurs de la communauté dite internationale ne facilitent pas les choses non plus, parce que jusqu'à présent, c'est eux aussi qui soutiennent celui qu'ils ont en quelque sorte mis au pouvoir à travers un tweet. Hein. Donc il faut le dire, Ariel Henry n'a pas de légitimité, il n'a pas de légalité. Donc il est là en quelque sorte comme quelqu'un qui a été effectivement nommé par le président Jovenel Moïse donc 2 jours avant son assassinat, mais il n'a pas été en quelque sorte, il n'a pas pris fonction officiellement. Et d'ailleurs, il aurait dû passer devant le Parlement, lequel Parlement est dysfonctionnel donc depuis quelques mois. Donc la situation économique, politique et donc sociale, on le voit. Les gens vraiment c'est la misère presque absolue en Haïti. La situation devient très difficile, sans compter les gangs qui font la loi, les gangs qui pillent, qui violent, qui tuent, qui incendient, qui brûlent les gens qu'ils ont tués. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient catastrophique sur tous les plans. Mais que reste-t-il de l'appareil d'État, visiblement en déliquescence? Quasiment, c'est même pas visiblement. D'ailleurs, j'en parle abondamment dans Haïti changé d'air. Merci de l'avoir cité tout à l'heure. L'État, en fait, on disait dans le temps que Haïti était un État en faillite. En quelque sorte, l'État en Haïti n'existe quasiment plus. On a plutôt, je dirais, une institution qui fonctionne dans l'entre-soi. C'est l'écrivain Gary Victor qui parle de le mounpamisme. Le mounpamisme, c'est-à-dire en fait, c'est tout simplement donc l'entre-soi, je vous connais, donc et là je vais vous permettre de vous enrichir. Il y a les membres de ma famille, c'est le népotisme. Il y a les amis, il y a les amis des amis. Bref, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans un petit groupe, dans un petit cercle, avec une corruption généralisée, dans l'impunité la plus totale. Donc l'État en Haïti, c'est vraiment une institution, je dirais, fantôme d'une certaine manière, mais qui profite quand même encore à un petit groupe. Et ce petit groupe-là, ce n'est pas seulement les hauts fonctionnaires et ceux qui sont autour, c'est aussi ce qu'on appelle l'oligarchie en Haïti, en tout cas ceux qui détiennent vraiment les possédants d'une certaine manière, qui détiennent vraiment près de 80% donc, de l'économie, les richesses du pays, sont à peu près 3%, 3 à 5%. Hein. Donc eux aussi profitent de ce système-là, bien entendu, pour s'enrichir davantage, pour corrompre aussi l'administration et les politiques. Et donc, vous voyez, la situation est vraiment très critique. Vous parliez du rôle des acteurs internationaux un peu plus tôt. C'est une crise telle, quelle aide extérieure, d'après vous, peut être réellement efficace sans être déviée de ses objectifs? On sait qu'elle a été toujours ambivalente, cette aide extérieure. Vous savez, au risque peut-être d'être, je dirais, plus que pessimiste ou plutôt assez réaliste en quelque sorte, pour ne pas dire vraiment très dur avec la communauté internationale, Haïti, en fait, n'attend plus rien, quasiment plus rien de cette communauté internationale, qui, en réalité, n'a absolument pas contribué à améliorer le sort, à améliorer les conditions de vie des Haïtiens. On l'a vu notamment avec le cas du choléra,
Le choléra, c'est quand même des casques bleus donc népalais de l'ONU qui l'ont amené en Haïti. Et l'ONU, pendant un moment, a voulu cacher donc tout ça, mettre la poussière sous le tapis. Et grâce à professeur Renaud Piaou, français, épidémiologiste connu et très reconnu, qui a sorti un ouvrage, donc qui a commis un ouvrage là-dessus, la vérité, bien entendu, a vu le jour. Et il faut dire aussi qu'il y avait des officiels, hein, des autorités donc, haïtiennes, sous l'administration, entre guillemets, du chanteur président Martelly. Ils ont voulu aussi cacher en quelque sorte la vérité aux Haïtiens. Pendant ce temps, en même temps, des milliers de personnes sont mortes. Vous avez eu quand même près de des dizaines de milliers donc, de décès à cause du choléra. Quand on regarde la MINUSTAH qui était là, donc les casques bleus de l'ONU, eux aussi, ils ont commis quand même des exactions, ils ont violé, ils ont quand même tué, ils ont commis des actes vraiment irrépressibles d'une certaine manière et des actes, on va dire, condamnables. Plus exactement. Et quand on regarde le BINU, donc, qui est là, le bureau donc, intégré des Nations Unies en Haïti, il ne sert à rien si ce n'est à vraiment garder le pays dans l'état où il est, avec quelqu'un comme Ariel Henry à sa tête, qu'ils soutiennent, hein, donc les acteurs de la communauté internationale. Et donc, ils ne facilitent pas, par exemple, en réalité, le dialogue entre les Haïtiens. Il y a quand même des accords. Il y a l'accord Montana, il y a l'accord du Premier ministre de 11 septembre, il y a l'accord PEN, donc des parlementaires. Mais on sait très bien que vraiment, l'un des accords qui pourrait permettre de sortir de cette situation-là, c'est bien l'accord de Montana, qui est le plus inclusif d'une certaine manière. Et l'international ne soutient pas cet accord-là et préfère justement garder en quelque sorte Ariel Henry au pouvoir dans les conditions que l'on sait. Et la suite, on la connaît aussi, c'est des élections bidons. Et pour remettre sans doute au pouvoir, d'après ce qui est dit, celui qui a été placé au pouvoir par Mme Clinton et compagnie quand elle était secrétaire d'État, par l'OEA, bref, par l'international en 2010-2011, c'est-à-dire Michel Martelly. Oui, on se souvient après le séisme, les États-Unis qui avaient envoyé une aide de plus de 400 millions de dollars et 1% des dons seulement qui est arrivé au gouvernement haïtien. Merci.